Moi, je suis fière. De par, en fait, moi, je fais un métier de soin, de prendre soin et de voir que ma direction a les mêmes valeurs que moi. Ce serait compliqué de me dire qu'en fait, je prends des valeurs qui ne sont pas les mêmes au niveau d'un établissement. Et ce n'est pas forcément le cas au milieu hospitalier. D'où l'intérêt que le sujet proche aidant soit diffusé vraiment sans tabou, en fait. Que les salariés puissent s'identifier sans tabou, sans honte, sans dire oui, je suis proche aidant et j'ai besoin d'être accompagnée. Attraction et rétention des talents. Engagement au travail, productivité et efficacité des salariés. Bien-être des salariés. Le bien-être, c'est vague. De quoi parle-t-on ? Émotionnel. Social ? Physique. Financier, pardi. Bienvenue dans le podcast Les clés du bien-être de WTW, le podcast dédié à l'accompagnement santé, bien-être, prévention et équité. Dans un environnement professionnel où l'attraction et la rétention des talents sont les maîtres mots, construire et développer une politique bien-être semble incontournable. Que vous soyez DRH, manager, salarié, dirigeant d'entreprise ou encore partenaire social, nous avons conçu ce podcast pour vous offrir des perspectives inspirantes, des conseils pratiques et des histoires captivantes. Tout au long de cette série, notre experte sur le sujet chez WTW, Géraldine Guimarès, sera accompagnée d'invités exclusifs sur des thématiques précises du bien-être et de la qualité de vie au travail. Bonjour mesdames. Bonjour. Respectivement, on a la chance aujourd'hui que vous soyez 3 pour cet épisode autour de l'aide aux aidants. Donc bonjour Mélanie Bello, RRH. Bonjour Sarah Marty, assistante sociale, et Assia Azlouni, aide-soignante. Je vais vous laisser vous présenter juste en un mot. Vous présentez vous et puis présenter la clinique des Pyrénées. Écoutez, moi je suis Mélanie Bello, donc comme vous le disiez, je suis responsable RH au sein de cet établissement. Donc c'est une clinique de médecine et de soins de suite et de réadaptation. Aujourd'hui, on compte 108 patients sur une hospitalisation complète et on a une file active de 40 patients sur notre hôpital de jour. Et pour tout ça, nous collaborons avec 90 équivalents temps plein. Très bien. Donc, moi, je suis Sarah Marty, donc une des 2 assistantes sociales de la clinique des Pyrénées. Donc, je fais à la fois sur l'hospitalisation complète et sur également l'hôpital de jour. Et également aussi référente aidant sur ces thématiques-là. C'est pour ça que j'interviens. Et moi, je suis Assia Azlouni, donc aide-soignante au service d'hospitalisation de jour de la clinique. Je suis ravie. J'allais dire de vous recevoir, mais non, c'est vous qui nous recevez. on est chez vous aujourd'hui. Avant de commencer, on a toujours une petite question et une introduction au sujet. Donc, la question est la suivante. Combien de personnes en France concilient leur vie professionnelle avec leur rôle d'aidant ? Alors, pour commencer, peut-être, qu'est-ce qu'un aidant ? Un aidant, c'est une personne qui accompagne de façon régulière ou permanente un proche en situation de perte d'autonomie, du fait de l'âge, d'un handicap ou d'une maladie, comme les maladies chroniques, invalidantes, neurodégénératives, etc. Vous pourrez compléter si vous avez quelque chose à compléter. Les employeurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter aider leur personnel aidant. Effectivement, ils sont plus de 20%. Alors, comment s'y prendre entre politique et engagement RH, soutien interne et ou externe, sensibilisation, communication ? Comment mesure-t-on dans le temps la réussite des actions et quels indicateurs ? C'est également une question que nous allons vous poser aujourd'hui, car vous faites partie des employeurs qui soutiennent leur personnel sur la question et c'est pour ça qu'on est ravis d'échanger ensemble aujourd'hui. Petite question en introduction, je ne sais pas qui répondra, je vous laisse vous prendre la parole sur la personne. C'est quelle est votre définition du bien-être ? On aime bien interroger à chaque fois nos interviewés là-dessus, donc je vous laisse la parole sur la définition du bien-être. Alors le bien-être, c'est un sentiment global de satisfaction qui émane de différents critères qui peuvent être qui influencent l'expérience des collaborateurs dans un établissement. Pour moi, en tant qu'RRH, ce que je pourrais dire, c'est que c'est le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qui favorise donc positivement la santé et l'épanouissement de notre collaborateur. Ok, sur l'équilibre vraiment vie professionnelle. Je rejoindrai Mélanie sur ce point. C'est vraiment concilier le travail et la vie personnelle, réussir à concilier les deux. Ouais. Sur le sujet spécifiquement des aidants, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Comment le sujet des salariés aidants aussi est-il apparu du coup chez vous ? Alors, il est arrivé au moment du changement de notre direction, donc en 2020, sur une période de Covid. Voilà, c'est vrai qu'il y a notre directeur qui a pris ses nouvelles fonctions. Donc, pour accompagner déjà son arrivée, il s'était fait accompagner donc, par une coach en développement et où on voulait retravailler tout ce qui était valeur au sein de la structure.
donc en collaboratif avec les équipes. Et à ce moment-là, en parallèle, c'est vrai qu'on se rendait compte qu'il y avait un certain absentéisme de courte durée. Et donc, en se questionnant et en rencontrant au plus proche les salariés, on s'est rendu compte que réellement, il y avait des personnes proches aidantes. Et par la même occasion, on a un petit peu développé notre partenariat social. Donc, ça part d'une initiative RH et puis après l'écoute des salariés. Et effectivement... Oui. En parallèle, même si je suis assistante sociale des patients et non des salariés, moi, c'était quand même quelque chose. Quand le service RH a évoqué cette thématique-là, moi, ça me parlait parce que j'avais beaucoup de salariés qui étaient amenés à me poser des questions par rapport à ça. Donc, je trouvais cette thématique vraiment en lien vraiment avec les difficultés que pouvaient rencontrer mes collègues. Ouais. Et comment vous avez identifié, parce que je crois savoir que vous avez réussi à identifier combien de salariés étaient potentiellement concernés par ce rôle-là? Comment est-ce que vous avez repéré, identifié ces... Déjà, on avait, lors de, comme je vous disais, des échanges, on avait identifié quelques personnes, mais aussi, on a lancé un baromètre en 2022 qui nous a permis d'identifier que 10% des personnes répondant à ce baromètre étaient proches aidants. Tout le monde n'a pas répondu à ce baromètre. Ceci étant, il y a eu des actions également sur la structure qui ont fait que certains, n'y ont peut-être pas répondu parce qu'ils ne s'en sentaient pas visés, ou en tout cas... C'était même pas, ils ne savaient peut-être même pas ce que c'était. Voilà, ils ne savaient même pas ce que c'était. Et au final, avec des actions, leur ont permis de se rendre compte, de se rendre à l'évidence qu'en fait, ils étaient proches aidants. Oui, c'est souvent ce qu'on remarque effectivement. Les personnes ne savent pas qu'elles sont... Ils ne s'identifient pas proches aidants. Et pour le coup, là, vous avez en face de vous, du coup, Asia, qui fait partie de ces personnes-là, finalement. Ouais. Moi, j'ai découvert que j'étais proche aidant par le biais de Clésia et de l'Arbre des aidants, où il y avait des suggestions comme ça. Vous occupez-vous d'un proche, ça vous prend combien de temps, etc. Et c'est par ce biais-là que je me suis rendu compte, oui, qu'effectivement, j'étais aidante de mon fils, mais pour moi, c'était le rôle de mère. Ouais. Donc, je ne m'identifiais pas proche aidante, tout à fait, ouais. Alors justement, parce que là, vous venez de donner une problématique qui est un enfant en situation de handicap, c'est ça? Handicap, oui. Oui, donc il avait un suivi, que ce soit orthophoniste, psychomotricien. Donc il me fallait du temps pour l'accompagner, etc. Donc du coup, ça a permis le fait de rencontrer Clésia, de débloquer un accompagnement, voilà, que ce soit aussi par le biais de mon manager aussi pour me donner du temps ou modifier un peu mes horaires. Alors là, on est sur le sujet d'un enfant handicapé. Est-ce que vous avez réussi à reconnaître d'autres principales problématiques? Oui, il va y avoir aussi l'accompagnement soit de son proche vieillissant ou de son conjoint. Moi, pourtant, c'est mon travail et des aidants, j'en accompagne tous les jours dans mon accompagnement aux familles. Je ne m'identifiais pas alors que moi, j'accompagne ma grand-mère qui a la maladie d'Alzheimer. Ah oui, alors que vous-même, c'était... Pourtant, c'est une évidence sur le papier, la définition je l'ai, je la maîtrise. Mais quand ça vous touche, vous ne le voyez pas de la même façon. Ou vous vous octroyez pas le temps qu'il faudrait parce que vous oubliez, pourtant, ça fait partie des choses importantes. Je n'aurais pas forcément sollicité des dispositifs que je connais, pourtant, dans ma pratique, parce qu'on a tendance dans des métiers de relation, que ce soit le mien ou aide-soignante, à s'oublier un peu, à penser à l'autre. Et cet investissement et cet engagement aussi de notre direction nous permet aussi de pouvoir parler de ce sujet de manière très libre. Oui, ça libère la parole. Ça libère beaucoup. Alors, justement, fort de ce constat, Mélanie, quel enjeu RH pour vous, une fois que vous aviez pu constater le sujet et à peu près le nombre de personnes concernées? L'enjeu, c'est surtout d'être au plus proche et au plus présent pour ces salariés-là et de les accompagner et qu'ils se sentent, justement, comme on en parlait de la définition du bien-être, c'est qu'ils se sentent bien quand ils viennent travailler. Et derrière, pas seulement les personnes proches aidantes, c'est aussi toutes les proches aidants aujourd'hui qui pourraient identifier un mal-être ou des difficultés de leurs collègues et qui pourraient justement alerter d'ores et déjà cette personne pour pouvoir qu'elle soit au mieux accompagnée. Et donc voilà, non seulement les proches aidants, mais aussi les non-proches aidants. Et parce que forcément, un jour ou l'autre, on peut devenir nous-mêmes proches aidants d'un père, d'une mère. Ça fait le lien. Est-ce que vous me parliez tout à l'heure des valeurs, justement, de la clinique des Pierres Aidées. Donc là, ça fait appel à la solidarité, justement. C'est une de vos fortes valeurs. La reconnaissance. Et la reconnaissance de chacun dans leur problématique. Si on va justement aux solutions que vous avez choisi de mettre en place, que vous avez mis en place, ou en tout cas qui sont là pour accompagner votre personnel sur le sujet.
Alors aujourd'hui sur la structure, déjà il y a tout ce qui est le service RH, forcément la direction, les managers, tout le monde a été plus ou moins sensibilisé sur tout ce qu'on pouvait mettre en place en ce sens. Il y a également des personnes qui ont été identifiées aujourd'hui. Donc sur la structure, on a 3 référentes. Aujourd'hui, vous en avez 2 devant vous. Vous avez Asia et Sarah, mais on a également Marilyn qui était aidante, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui pourtant a envie de porter tout ça encore aujourd'hui. Ensuite, on a aussi le CSE, donc notre comité social et économique, qui nous accompagne sur ces actions-là et qui sont, pareil, force de proposition. Et après, on a tous nos collaborateurs sur le terrain, parce que finalement, tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est qu'un proche aidant, et de par notre fonction aussi, notre établissement, mais par toute la sensibilisation qu'on peut faire au quotidien, quoi. Oui, la sensibilisation finalement que vous faites pour vos patients, et vous faites finalement la même sensibilisation. Est-ce que c'est... Moi, de par ma fonction d'assistante sociale en clinique, je fais des ateliers 1 fois par mois au niveau des aidants, avec l'aidant et l'aidé, ce qu'on appelle comme ça, c'est pas très beau, mais c'est le terme. Et donc là, on invite les salariés à pouvoir y participer. C'est des choses qui peuvent des fois leur donner des solutions et des pistes. C'est quelque chose qui est important. Après, de par nos casquettes différentes et notre expérience, ne serait-ce qu'orienter vers les professionnels qui peuvent les accompagner à l'extérieur, on ne me demande pas d'accompagner les salariés. Là, c'est vraiment d'orienter, d'informer. Et que le salarié ne se sente pas seul. En me disant, mais tu as une équipe, tu as une direction qui est sensibilisée à ça. Il ne faut vraiment pas que tu hésites pour en parler. Après, c'est vrai qu'on avait identifié quand même, pour rebondir sur ce que disait Sarah, c'est qu'aujourd'hui, elle accompagne donc, les patients. Et ce qu'on avait recensé lors de notre baromètre, c'est qu'il y avait quand même 64% des personnes qui accompagnaient des personnes, les parents, donc des personnes plutôt âgées. Donc du coup, ça correspondait aussi un petit peu au contenu de ce que j'apportais au niveau des ateliers. Et donc, c'est sur le volontariat, mais est-ce que vous avez beaucoup de salariés qui y participent au final à vos ateliers? Ou peut-être au début, au lancement? Je pense que plus au début que maintenant. Ils sont toujours invités. Je pense qu'au niveau du service RH, il y a beaucoup cette sensibilisation d'aller auprès de chaque étage pour vraiment les sensibiliser quand il y a un événement. Par le fait, on a notre journal interne aussi pour donner les informations. En nombre, on n'en a pas forcément beaucoup, mais si on en a 1 ou 2 qui peuvent venir de temps en temps participer, avoir les infos, c'est principal. Et puis, comme concrètement, on a pu bénéficier d'aides et de dispositifs qui sont proposés. C'est plus parlant quand nos propres collègues savent que oui, ça marche. Oui, ça nous permet d'avoir du temps. On a trouvé des solutions. C'est pas juste pour faire beau sur une étiquette parce que ça fait une belle image. Non, ça existe. Il y a un vrai accompagnement par rapport à ça. Puis après, maintenant, c'est vrai que comme il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, d'actions au quotidien, les salariés viennent vraiment vers nous, quoi. Ils n'attendent pas forcément ces événements-là. Dès lors où ils ressentent un besoin particulier, soit ils vont aller voir la responsable, soit le service RH, ne serait-ce que pour demander peut-être du temps, des amis. On a créé un livret, donc il y a le livret nouveaux collaborateurs, mais il y a également le livret pour les aidants. On a aussi sensibilisé dès l'embauche, c'est-à-dire que quand on demande en tout cas à remplir le dossier administratif, on demande d'ores et déjà si quelqu'un est proche aidant, est-ce qu'il a besoin de plus d'informations, est-ce qu'il a besoin d'un temps dédié. Voilà, on va dès l'embauche. On en parle également lorsqu'on fait le recrutement. On a un diaporama qui nous permet d'expliquer qu'est-ce que le proche aidant et qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait l'accompagner chez nous. Donc ça, c'est dès l'embauche. Après, c'est vrai que... Il y a la journée des aidants où là, Clésia intervient aussi. On a des permanences, tout à fait. Des dispositifs, elle parle de tous les dispositifs qui existent, notamment la boussole. C'est un outil qui utilise un outil parmi d'autres qui permet en fait de trouver les structures qui peuvent vous accompagner en tant qu'aidant. Donc, il y a des outils utilisés, mais voilà, ça peut être sur la journée des aidants, ça peut être la semaine qualité de vie au travail, qui permet aussi vraiment de sensibiliser, parce qu'il y a une journée dédiée aux aidants. Donc, avec Clésia, avec mon atelier qui était à côté, donc après, avec la disponibilité du service RH par rapport à tout ça, je trouve qu'on est quand même dans cette optique où l'information est diffusée. Elle passe pas forcément sur des événements particuliers, mais ça peut se faire tout au long de l'année avec une permanence très régulière quand même de vous et de Clésia sur ces thématiques-là. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les collaborateurs tapent vraiment à la porte, quoi. Et si c'est pas le collaborateur en lui-même parce qu'il n'ose pas, moi, ça m'est arrivé notamment 2 fois là cette année. Et pour dire, je suis revenue de maternité en janvier, donc c'est vraiment pas l'année complète. J'ai 2 personnes qui sont venues vers moi par le biais de collègues.
Et où on s'est réunis de manière pluridisciplinaire pour essayer d'évoquer son sujet, les sujets en tout cas de chacun, d'orienter, etc. Oui, donc via les collègues, ça veut dire qu'effectivement, le sujet est connu de tous. Et si ce n'est pas de tous, justement, il y a toujours des porte-paroles. Il y a des gens qui se font un peu ambassadeurs en interne en discutant. Et ça, c'est une très bonne chose. Et vous parliez, on a bien compris que c'était vraiment ancré dans votre culture maintenant et depuis quelques années, et que les politiques RH, entre guillemets, suivaient. Assia, vous parliez d'aménagement du temps de travail tout à l'heure. Est-ce que vous voulez nous donner un exemple concret Oui, moi, par rapport aux besoins de mon fils, du coup, je pouvais quitter mon poste pour l'accompagner à une consultation et ensuite revenir. Pour accompagner au rendez-vous, est-ce que c'est on fera en sorte de vous dégager du temps? Tout à fait, c'est anticipé avec ma responsable. Voilà, tel jour, j'aurai besoin de temps. J'évitais bien sûr au maximum que ça tombe sur mon temps de travail, mais quand ça tombait sur mon temps de travail, j'avais la possibilité sur ce temps-là d'avoir 1 heure et demie pour accompagner mon fils. Tout à fait. Et nous, les managers, c'est vrai, étant sensibilisés, alors tout le monde ne s'identifie pas. En tout cas, il y en a certains qui sont identifiés et dont on sait quand ils sont au courant ou pas, dès lors où il y a même quelque chose de dernière minute. Parce que là, vous parlez d'anticiper, mais ce n'est pas ne serait-ce que l'anticiper. Il y a aussi le non-anticipé. On ne peut pas dire à quelqu'un, non, tu n'y vas pas, non, on ne va pas te dégager du temps, etc. Non, on va le faire même non anticipé. Ouais. Voilà, l'arrangement, on va s'organiser. Et alors, plus les collègues sont au courant, etc., encore plus, ça va être plus facile parce que les collègues vont vraiment dire non, on prend le relais. Enfin voilà, il va y avoir toute cette solidarité dont on parlait dans les valeurs. Et je trouve en fait, au fil des années, que même pour se perfectionner sur ces thématiques-là, sur des situations où forcément, j'ai pas forcément mon nez à voir dans la situation, Mélanie peut m'appeler en disant tiens, sur cette thématique-là, est-ce que je peux l'orienter? Sur quoi je peux l'orienter? Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Pour vraiment... outre le livret qui amène quand même beaucoup d'informations, mais vraiment le personnaliser au mieux pour que la personne elle ait une réponse à la sortie de l'entretien. Donc, je trouve qu'il y a ce travail collaboratif qui s'est quand même bien développé au fil des années. Je trouve ça bien. Et tout le sujet de sensibilisation et de perfection, parce que sur la sensibilisation, vous parliez de 2 journées, une journée sur la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, la journée des aidants. Est-ce qu'il y a, à quoi ça ressemble ces sensibilisations-là? Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Il va y avoir, outre la sensibilisation avec Clésia qui va amener de l'information sur les dispositifs existants, il va y avoir aussi des ateliers de bien-être qui sont proposés. Vous parliez de bien-être au début, mais ça fait partie aussi des choses pour la conciliation dans la vie perso et vie professionnelle, de la considération du temps qui est accordé sur ces temps-là. C'est vraiment des temps d'échange. Il peut y avoir des groupes d'échange sur ces thématiques-là parce que quand on est proche aidant, on peut se sentir un petit peu seul. Une communauté en fait qui est en train de se créer. Une solidarité entre nous. Ça veut dire que... On va avoir peut-être une attention particulière sur cette thématique-là. Quand on sait qu'un de nos collègues peut vivre ça, on a aussi quand même cette attention de ne pas juste demander ça va, mais peut-être creuser à ce moment-là et se rendre disponible. Après, comme disait Mélanie, je trouve qu'elle a raison de le dire sur la question de l'anticipation. Le proche aidant, on ne peut pas toujours l'anticiper parce qu'il peut y avoir une chute d'un proche. Il peut y avoir besoin, en fait, rapidement, en fait, de trouver une solution. Et là, je trouve que là, on a une réactivité au niveau de notre direction qui nous permet, en fait de pouvoir répondre à ces besoins-là et de ne pas se sentir frustré à mettre peut-être un arrêt de maladie ou ce genre de choses, alors que ça peut s'arranger en interne avec un collègue qui peut nous dépanner sur un temps. Se sentir entendu, finalement, et soutenu. Quelque chose à dire sur la journée, peut-être, des journées de sensibilisation ou autres? Alors là, je peux parler de celle cette année, par exemple. C'est vrai que sur la semaine QVCT, on a eu donc du coup l'intervention de Clésia avec l'arbre aux aidants, dont elle parlait Assia tout à l'heure. C'est l'arbre de l'été, parce qu'il y avait, il y a deux arbres. Il y a celui de l'hiver où on l'avait déjà mis en place sur une journée des aidants en octobre, puisque c'est les journées nationales. Et puis là, c'était celui de l'été pour tous les nouveaux collaborateurs qui n'avaient pas pu en bénéficier. Il y avait l'atelier justement de Sarah, donc ça c'était sur la semaine QVCT, avec il y a eu des journées massage qui ont été offerts, des moments de permanence où Clésia est venue alors directement sur des permanences individuelles, mais sinon il peut animer une assemblée pour échanger sur des thématiques, des choses générales, quoi. Ok, mais ça va un peu avec ma question d'après, c'était quel soutien en externe, mais je comprends bien qu'il y a Clésia qui est très présent. Alors il y a Clésia qui est très présent effectivement, parce que c'est notre partenaire social avec qui on a lancé et avec qui nous a accompagnés dans notre labellisation Capindéo. Mais après, pas seulement, c'est vrai qu'on va aussi solliciter tout ce qui est médecine du travail, les psychologues, etc.
Tout à l'heure, vous parliez de la communication et que justement que vous alliez à chaque étage pour appeler quand il y avait quel type de communication justement sur un tel sujet? Est-ce qu'il y a des infos CSE? Enfin, est-ce qu'il y a des choses comme ça, des communications régulières? Alors, comme disait Sarah, il y a, alors non, on appelle ça l'écho, c'est notre petite gazette mensuelle. L'écho des Pyrénées. L'écho des Pyrénées. Donc Ok. c'est notre gazette interne, donc Ok. là où on va diffuser. Elle sort tous les combien cette Tous les mois. gazette? Tous les mois. Ok. Tous les mois, donc là, forcément, vous allez avoir la diffusion, la communication. On va avoir aussi sur notre outil de gestion de temps de travail, donc de planning, où on a la possibilité de mettre des actualités. Et également sur notre intranet. On va également les faire passer par mail à l'ensemble des collaborateurs et on va passer sur le terrain, que ce soit moi ou avec les référents, voilà, et de manière informelle aussi, en discuter tout le temps en fait. Ok, donc différents canaux. Des affichages aussi. Et c'est ce que j'allais dire. J'entends pas l'affichage. Est-ce que ça fonctionne? Parce que quand même, généralement, dans les cliniques, il y a déjà beaucoup d'affichages. Ouais. Donc, est-ce qu'ils sont vus? Est-ce qu'ils sont Il faut les renouveler remarqués? régulièrement. Ouais. Il faut, vu comme vous le dites, il y a beaucoup d'informations qui sont données par rapport à ça, mais régulièrement, en plus, quand on fait quelque chose en particulier, le baromètre par exemple, donc on va l'afficher. Si on voit qu'on n'a pas forcément suffisamment de réponses, on va revenir un petit peu, reparler un petit peu, que ce soit les référentes ou le service RH. Oui, je pense qu'on essaie quand même de trouver des outils différents pour sensibiliser les collègues, parce que on sait qu'il y a un chiffre qui représente peut-être pas la totalité, et plus on touche de personnes et plus on propose des choses, on voit que c'est cette volonté-là. Le plus adapté aux besoins de chacun. C'est là où vous allez les toucher, ouais, effectivement. Alors, vous reparliez du baromètre. Je me posais la question justement, à quelle fréquence, est-ce que vous avez refait des baromètres depuis? À quelle fréquence vous les faites? Parce qu'en fait, effectivement, tout ça, alors vous le voyez en discutant peut-être quand ils viennent vous voir, mais comment est-ce que vous pouvez un petit peu mesurer tout ce que vous mettez en place? Est-ce que ça sert, etc. Quels sont vos indicateurs de réussite? Que ce soit les indicateurs RH, en voyant peut-être en suivant l'absentéisme et autres, mais avec d'autres indicateurs d'équilibre vie pro qui ressort sur le bien-être et sur le visage des gens. Enfin, je ne sais pas. Comment est-ce que vous mesurez tout ça? Alors c'est vrai qu'on qu'on relance des baromètres effectivement. Là cette année en particulier en 2025, là on vient de le lancer il y a pas longtemps pour approfondir finalement tout ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire pour connaître un petit peu, avoir tous les retours des salariés ou non, mais savoir ce qui pourrait manquer et ce dont ils auraient besoin. Donc vraiment on va être plus dans le détail et vraiment approfondir. Et sinon après on a aussi les retours, les merci. Des discussions plus informelles où voilà, j'ai pu bénéficier du dispositif ou de chèques CESU par exemple qui m'ont permis d'avoir une aide aux devoirs, une aide ménagère, etc., qui me permettent d'avoir du temps pour moi, voilà, dans des discussions. Puis les retours de Clésia également, qui vont me dire, oui, voilà, elle a sollicité, elle a eu ce parcours, elle a eu ça. Enfin, on a quand même le lien permanent, donc ils nous disent exactement ce qu'ils ont pu mettre en place dans leur domaine. Et après, c'est vrai qu'aussi, quand il y a des chèques emploi-service, ils vont être redemandés chaque année, donc on sait, mais c'est surtout le retour du collaborateur qui vient vous voir, quoi. Ça signifie que 100% des collaborateurs qui sont en situation aidant et se font accompagner, vous en êtes informés? Anonymement. C'est anonyme, mais vous connaissez... donc là, aujourd'hui, vous pouvez savoir quel est le pourcentage de collaborateurs qui est en situation d'aider, ou en tout cas qui se fait accompagner. Pas forcément en situation, parce qu'il y a un gap entre les deux. Oui, c'est ça, Okay. tout à fait. Et on reste... à peu près dans les mêmes dispositions que 2022 finalement, on a une dizaine de pourcents. Alors après, il y a des personnes qui ont malheureusement perdu Après, on a parlé d'aménagement de temps de travail, etc. Mais on a aussi des personnes qui sont actuellement en congé pour des situations. Alors là, pour le coup, le congé de proche aidant peut être réalisé qu'avec des personnes vivant sur le territoire français. Donc là, non, mais c'est un congé sans solde qui a été accepté, qui justement était pour accompagner sa maman, en l'occurrence, sur sa fin de vie. Voilà, il y a d'autres choses qui sont amenées aussi et non pas que le temps quotidien. Oui, sur les politiques, effectivement. Mais pas d'accord sur le sujet. Vous n'avez pas d'accord aidant. Non. Pas nécessaire, étant donné que c'est tellement ancré chez vous qu'il n'y a pas besoin d'officialiser en fait l'ensemble des mesures que vous mettez en place. Et puis ce sont quand même des actions au cas par cas. En fait, chacun n'a pas les mêmes besoins. Alors il y a des besoins, comme demander de l'aide, peut-être. Voilà, on va vous octroyer des chèques emploi-service. Mais chacun peut les utiliser différemment. Il y a des personnes qui vont souhaiter les utiliser pour chez soi, pour pouvoir
rentrer à son domicile avec le ménage de fait, etc., et pouvoir s'occuper des enfants parce qu'ils sont partis aider en tant que proche aidant. Et il y en a d'autres qui vont plutôt utiliser ces chèques emploi-service pour justement prendre quelqu'un, accompagner la personne à ses rendez-vous, l'aider à ses rendez-vous médicaux ou autres. En fait, chacun a des besoins différents. Voilà, des besoins différents. Donc, aux besoins de chacun. D'autres, ça va être j'ai besoin de parler, simplement. Et donc, aller l'orienter vers une psychologue et avoir du temps pour soi. C'est important d'avoir du temps pour soi quand on est aidant. J'ai juste une dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet enregistrement. Tout à l'heure, vous parliez de labellisation, et donc j'aimerais bien peut-être juste vous donner un dernier mot sur les labellisations que vous faites autour de ça, autour du handicap des aidants, mais voilà. Alors là, nous, on est labellisé Carpendéo par tout le process qu'on a mis en place autour de l'aidant. On a une labellisation qui va être à renouveler l'année prochaine. On espère que ce qui est fait déjà quotidiennement nous permettra de continuer et d'obtenir le renouvellement. Et justement, comme on parlait tout à l'heure, le baromètre qu'on vient de sortir, c'est pour nous permettre de s'améliorer. Aujourd'hui, nous, on sait ce qu'on fait, on amène tout ce qu'on peut, mais peut-être qu'il y a d'autres besoins qu'on n'a pas identifiés. Et c'est par ce baromètre-là qui vient de sortir le mois dernier qu'on va éplucher entre nous avec les référents dans notre comité pour justement développer de nouvelles actions. Notre baromètre, je trouve qu'il a évolué depuis 2022. Là, il y a des gens qui sont plus en situation de proche aidant, mais qui ont quand même rempli, parce qu'ils se sentent concernés, parce qu'ils l'ont été. Donc, en fait, ça leur donne la parole aussi. Et c'est important aussi qu'il y ait plus de personnes aussi qui remplissent ça. En se sentant concernés, mais c'est pas moi, je vis peut-être pas cette situation, mais je sais que ça peut m'arriver, ça m'intéresse de pouvoir partager. Le but, c'est pas forcément que d'identifier, c'est comme dit Mélanie, c'est vraiment d'accompagner au mieux. Et puis, on ne sait pas tout, et on peut facilement s'améliorer. Et on n'a jamais été contre de nouveaux partenariats, de nouvelles actions à mettre au contraire. C'est un petit peu le mot de la fin, ça me semble pas mal comme mot de la fin, mais en tout cas, je vais vous redonner le mot à chacune. Peut-être moi, de tout ce que vous venez de dire, ce que je retiendrai, c'est l'importance finalement du sponsoring de la direction, parce que ça, j'ai l'impression, beaucoup influé sur le fait que derrière, les collaborateurs vous font confiance sur ce que vous allez réellement mettre en place en disant, s'il y a un vrai message qui passe, et donc il paraît assez réel et du coup de confiance. La solidarité entre vous et justement le fait de vouloir pouvoir vous entraider, je retiendrai l'entraide et l'écoute, hyper importante. Enfin, et comme vous dites, et vous le disiez justement là en conclusion, de toujours s'améliorer sur le baromètre pour entendre et s'améliorer en continu. Je vous laisse le mot de la fin sur ce que vous avez envie de dire. Finalement, dans ce qu'on voit, dans ce que vous en ressortez de notre échange, vous êtes en train d'énumérer en fait nos valeurs qu'on cherche à promouvoir dans notre établissement et qui ont été co-construites avec les salariés, qui veut dire le respect, la solidarité, la communication et la reconnaissance. Et c'est essentiellement ça le mot de la fin finalement. Et je trouve que cette entraide est naturelle en fait. On se connaît, on va vraiment être là pour l'autre. C'est familial et même, je trouve que dans notre statut, nous, de référents, on a des professions différentes. Donc, on touche sur le terrain des différents salariés. Et c'est bien, parce qu'en fait, ils viendront peut-être pas voir Mélanie pour telle ou telle raison, mais ils vont peut-être venir voir Asia parce qu'ils vont se sentir un peu concernés par le fait que c'est le même métier. Et je trouve qu'il y a toujours... les affinités. Les affinités, tout à fait. Et je trouve que moi, je suis fière. De part, en fait, moi, je fais un métier de soin, de prendre soin, et de voir que ma direction a les mêmes valeurs que moi. Ce serait compliqué de me dire qu'en fait, je prône des valeurs qui ne sont pas les mêmes au niveau d'un établissement. Et ce n'est pas forcément le cas en milieu hospitalier. D'où l'intérêt que le sujet proche aidant soit diffusé vraiment sans tabou, en fait. Que les salariés puissent s'identifier sans tabou, sans honte, sans dire oui, je suis proche aidant et j'ai besoin d'être accompagnée tel ou tel... Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de jugement derrière. Exactement. Ça, c'est important. Finalement, c'est l'alignement entre le pro et le perso. Et on en revient à votre introduction sur l'équilibre du pro et du perso. Merci à toutes les trois. Merci à vous. Merci. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré. Ensemble, continuons d'en parler pour cultiver le bien-être et la prévention. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.wtwco.com. Nous serons ravis de vous accompagner.